question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que cette mondialisation dont on parle tant, en particulier autour de cette exposition, a un retentissement sur votre pratique d'artiste aujourd'hui? En fait, je ne pense pas qu'elle ait un retentissement sur ma pratique, puisque je pense avoir... En fait, j'ai grandi dans ce monde-là. Donc, s'il y a une question plus de mondialité que de mondialisation, c'est quelque chose que j'ai inclus, en fait, ou qui participe de ma façon de travailler. Après, je ne saurais pas dire à quel endroit ça peut retentir, qu'il y ait des choses qui soient visibles parce que ça appartient à ma génération, question que je me pose sans doute, mais ce n'est pas un espace critique qui soit, comment dire, ni négatif ni positif. Je pense que c'est plutôt un état des choses, en fait. D'accord. Tel que je l'entends là. Très bien. Et dans cet état des choses, est-ce que vous diriez par exemple que des concepts comme le contexte, le public auquel on parle, sont encore opératoires ou plus du tout? Est-ce que vous avez le sentiment de parler à une grande globalité ou est-ce que vous avez le sentiment d'être situé dans votre métier d'artiste? Non, je crois que je suis située tout à fait, oui. Pas simplement parce que géographiquement ici à Paris ou au Collège des Bernardins, mais parce que je ne crois pas qu'on puisse véritablement produire une exposition sans se poser la question du contexte et donc des interlocuteurs. Après, il y a un énorme travail actuellement qui est effectivement fait sur au niveau des médias et des publics, mais sans tenir compte de ça, puisque précisément ça aurait plutôt tendance à m'ennuyer. Je crois quand même qu'on se pose toujours la question en tant qu'artiste de savoir où est-ce qu'on expose, de quelle manière on le fait et à qui ça se destine. Après, c'est pas ça qui va influencer spécifiquement l'œuvre, je pense, mais le public, il est là de toute façon, donc il a forcément son mot à dire, parce qu'il a son droit de regard. Et je pense que les contextes ont bien entendu de l'importance et plus que jamais, parce que ça, ce sont nos points d'ancrage, justement. Et à travers ces points d'ancrage et ces contextes successifs, est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous cherchez explicitement à vous construire une identité d'artiste, ou bien est-ce que ce concept devenu très compliqué aujourd'hui, vous l'avez abandonné? Je ne l'ai pas abandonné, je pense qu'il existe malgré moi. En fait, c'est plutôt mon vocabulaire ou mon langage artistique, je dirais. Après, tout ça, ça appartient aussi... c'est quelque chose qui se développe dans le temps, on va dire, avec les rencontres, les points d'occupation. On parlait tout à l'heure des voyages aussi. Forcément, nos interlocuteurs pendant ces voyages, quand il s'agit en tout cas d'espaces aussi de travail, de découverte et des lieux d'exposition, il y a forcément ça a forcément un impact assez fort. Et je crois que j'ai oublié le début de la question. Non, mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et dans la préparation de l'exposition, un autre mot avait été lancé, qui était créolisation. Le fait que le dialogue de toutes les cultures provoque une sorte de créolisation. Comment vous entendez ce mot? Est-ce qu'il vous paraît pertinent, et en particulier pour vous, dans votre travail personnel? Depuis qu'on m'a invité un peu sur cette terminologie-là, oui, j'ai un petit peu réfléchi. Et alors, je ne pense pas que ça soit forcément une mixité, un mélange de plein de choses. Je crois que c'est plutôt comment finalement une langue, une pratique vient interroger, perturber, malmener une autre, et comment finalement elle devient un autre objet de création. Et je pense que ces sources-là, en fait, elles sont détectables à plusieurs endroits dans le travail, et en tout cas ça serait la façon dont moi j'interpréterais ce vocabulaire artistique et la forme qu'elle prend. Et il n'y a pas je crois pas qu'il y ait une source qui à la fin qui soit dominante, mais plutôt qu'il y ait plusieurs manières, en fait, plusieurs lisibilités, en fait, et plusieurs ententes par rapport à cette langue-là, et que ces différentes autonomies, justement, on permettent au public de s'y retrouver ou non. Après, on peut toujours entrer dans le détail, il y a toujours plein de niveaux de lecture, mais c'est comme si à un moment donné, se parler, il avait aussi une consistance en elle-même, quoi. Déjà, sans doute phonique, si on parlait de créolisation véritablement en tant que langue, mais pour ce qui me concerne, plus plastique que sonore. Je crois qu'on peut trouver aussi retrouver les sources, en fait. Ouais. Et donc, si je vous entends bien, ce dialogue, il est créateur de choses neuves qui n'auraient pas pu exister avant qu'il y ait ce dialogue, en quelque sorte. Parce que vous disiez, il y a un enrichissement. Le créole, c'est finalement une autre langue que les langues à partir desquelles il s'est combiné, donc de même. Oui, je pense que c'est un enrichissement, bien sûr. Et je ne pense pas que ça soit un appauvrissement, jamais. Enfin, on ne va pas vers le moins, on va vers
la remanipulation dans ce sens-là, il y a quand même création de forme ou création de langue. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne suis pas une spécialiste de la créolisation, mais en tout cas, ce que j'en ai entrevu, écouté, ou la façon dont Édouard Glissant le définissait lui-même, me semblait quelque chose de plus, allant plutôt vers un espace de création et de générosité qu'allant vers le moins, bien entendu. Ouais. Et que le fait qu'une langue ou qu'une donnée, une forme soit maltraitée et donc presque, alors je vais pas dire parasitée, mais ça serait puisse être interrogée ou retricotée par une autre, ça me paraît être plutôt une forme de création. Enfin, parce que quelque part, c'est comme ça qu'on travaille aussi, hein, quand on est artiste. Ça fait partie de certaines pratiques, en tout cas. Et alors, dans le concret de votre pratique, avec qui, avec quoi, avec quels univers avez-vous aimé dialoguer comme ça? Alors justement, avec beaucoup. Les sources, elles sont multiples en fait. Elles peuvent venir soit d'actualités assez simples, plus ou moins précises. Et par exemple, j'aurais pu parler de l'actualité martienne, et puis tout à l'heure, vous me re-questionniez sur l'origine des Ghost Dresses, dont je présente finalement un travail qui va être dans la continuité de ceci au Collège des Bernardins, qui vient plutôt, qui a trouvé sa source dans des tuniques et des formes produites par la culture amérindienne. Et ça, en fait, à un moment donné, il y a un mélange qui se produit dans le contexte dans lequel je vais me retrouver à travailler ou à exposer, qui fait que toutes les sources reviennent un petit peu à niveau. Mais je ne saurais pas les détailler. je me perds un peu là dans les explications, mais je ne saurais pas les détailler. En tout cas, pour ce qui concerne ensuite les formes, on va dire que je travaille plutôt avec l'objet, en volume, dans l'espace, mais que ces objets font aussi à chaque fois référence à l'univers muséographique qui peut les porter. Là, je travaille par exemple plus avec du textile, mais il s'agit de comment ces formes auxquelles elles font référence sont présentées habituellement, et donc forcément il y aura un écho dans ma façon moi de les regarder, de les remontrer. On peut difficilement en fait finalement s'extraire de l'histoire des formes telles qu'elles ont été produites pour pouvoir soi-même les manipuler. Oui, et donc vous dites qu'il y a un dialogue à la fois avec telle culture, tel univers, par exemple les Amérindiens, mais aussi avec l'espace muséographique pour lequel vous concevez l'objet. Oui, ou plutôt comment les objets qui m'intéressent en fait ont souvent déjà la façon dont moi je vais les redigérer ou les remanipuler. Quand ils ont une existence quelque part, ils sont montrés par exemple dans des collections, donc qui sont des choix opérés, qui sont déjà des formes de sélection en fait. Ce ne sont pas des données historiques fiables ou stables, en fait, ça dépend de la façon dont elles sont présentées. Et quand je parlais des formes muséographiques, je pensais à ça, par exemple, mes inspirations, elles ont aussi trouvé leur place à un moment donné au travers de l'endroit où j'ai été les prélever et les regarder, dans tel musée, à tel endroit, présentées de telle manière, dans le cadre de telle exposition, qui déjà indiquait une sorte de lecture, en fait, de l'histoire, ou d'une petite histoire, ou qui était la réinvention d'un espace, on va dire, narratif à un endroit donné. Et ces formes-là, on va dire, ces contenants-là m'intéressent également. Et donc c'est aussi de ça dont je m'inspire dans mon travail quand je le montre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Enfin, ce qui me concerne, c'est limpide. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la première créolisation, c'est justement le choix de mettre tel objet artistique, le vôtre ou celui d'un autre, dans tel endroit d'exposition, puis ensuite dans tel autre? Que c'est ça le premier... que ça transforme déjà l'œuvre de décider qu'elle est au Bernardin ou bien dans une galerie de la rue de Seine ou au Louvre ou que sais-je. Pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est de l'ordre de la réalisation, en mon sens, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle va porter une interprétation où elle pourrait être lue, en fait, d'une manière dont on n'est pas forcément maître, en fait. La seule chose qu'on peut mesurer, c'est d'avoir cette souplesse, en fait, d'acceptation de la façon dont les œuvres peuvent être interprétées. Et pour ce qui me concerne, ça fait partie de mon travail, puisque je crois que les sources que j'emprunte ont leur propre vie aussi, donc je ne peux absolument pas en mesurer finalement la portée. En tout cas, dans la façon dont elles sont ensuite réindexées par les uns par les autres.
En tout cas, peut-être que selon la malléabilité des œuvres, il est possible de se dire qu'elles deviennent elles-mêmes porteuses de quelque chose, comme ça, d'un héritage d'un lieu à l'autre. Alors, effectivement, moi, là, je travaille plus sur des objets, des choses. Si j'avais affaire une autre fois, comme ça m'est arrivé à plusieurs reprises, à une forme de dessin mural ou une œuvre murale à réinterpréter, ça serait d'autant plus présent que forcément, je m'intéresserais à la qualité du mur, à la qualité de la lumière. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose qui est très présent dans mon travail partout, mais je veux dire, il y a des endroits où l'œuvre est forcément obligée de se réinventer en fonction de son contexte. Ouais. Quand on déplace des objets, c'est parfois un petit peu moins le cas, mais par contre, oui, leur interprétation... Parce que, par exemple, j'ai eu l'honneur d'aller dans votre atelier, je vous ai vu travailler de très près la question du support des œuvres que vous allez apporter ici au Bernardin. J'ai vu que ce n'était pas chez vous quelque chose de très accessoire, c'est assez central au contraire. Oui, tout à fait. En fait, ça relève vraiment de ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi un objet que j'ai emprunté à des sortes de codes de présentation, d'un objet un peu sobre qui disparaît sous l'objet lui-même, mais en même temps qui, dans cette sobriété, demande à avoir une forme assez identifiable, géométrique, donc peu démonstrative, etc. Et donc oui, tous les éléments en fait ont leur importance. Et en l'occurrence, cette histoire de support, je crois que c'est ce qui fait référence quand je parlais d'espace muséographique ou de la façon dont les collections sont présentées. C'est précisément là-dessus que je me suis appuyée quand j'ai choisi de dessiner les portants pour les robes. Il fallait que je sois dans quelque chose qui ressemble à autre chose. Et en l'occurrence, ça ressemblait à des formes de présentation que j'avais vues soit au Quai Branly, soit Muséum d'histoire naturelle, etc. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on présente une tunique ou un habit voilà, pour mettre cet objet-là en avant et pas son support et pas son socle, on va dire. Ouais. Alors, une vraie question de sculpture, en fait. Oui, tout à fait. Alors, dans cet itinéraire de l'œuvre qui l'enrichit, qui le complique, j'ai le sentiment que chez vous, le public a aussi son mot à dire de façon très précise. Quand j'ai dialogué avec vous dans votre atelier, j'ai osé des pistes interprétatives parfois un peu folles. Il y a une de vos œuvres qui m'a fait penser à ce qu'on appelle une ghillie suit, c'est-à-dire les tenues de camouflage des tireurs d'élite anglais. Ouais. Bon, et vous m'avez fait l'honneur d'accepter ça. Oui, mais de toute façon, d'une part, j'utilisais un tissu camouflage, donc on ne pouvait pas s'épargner cette résonance, quand on sait en plus que le camouflage, c'est quand même quelque chose qui a été dessiné en partie par des artistes. On ne peut pas non plus oublier qu'il y a des va-et-vient. Mais oui, de toute façon, c'est un cactus qui est transformé en tunique. Donc, a priori, il y a aussi une opération de camouflage ou de se fondre dans le décor, ou en tout cas je sais pas, de créer une sorte de forme un peu trompeuse, avec l'humour qui est porté par tout ça. Donc, oui, cette référence m'a beaucoup intéressée, justement. Surtout que je ne l'avais pas du tout en tête, donc c'était bien. Elle est un peu spécialisée. mais donc, vous attendez du public qu'il ose comme ça ses propres interprétations, quitte à ce que ce ne soit pas les vôtres. Oui, parce qu'en fait, si à un moment donné, il y a une discussion qui s'amorce, c'est quelque chose qui me nourrit également. C'est rare, en fait, que ça aille... Franchement, c'est très rare dans les discussions que j'ai eues que ça aille vraiment à l'encontre de ce que j'avais voulu réaliser. Il peut se faire qu'il y ait des choses qui apparaissent, qui se revendiquent, qui se référencent en fait d'une manière pour un interlocuteur et qui me surprennent. Mais c'est extrêmement rare en fait que ça aille à l'encontre de ce que je fais. Ça peut être, les trois quarts du temps, ça l'enrichit. À moins que ça soit un mode d'opposition ou vraiment quelqu'un qui ait des a priori ultra profonds par rapport à mon travail ou à un certain type de positionnement. C'est très rare que ça le contredise, peut-être parce que justement il y a déjà une sorte de mélange des sources et des références qui fait qu'il y a une sorte en tout cas il me semble, je travaille aussi par intuition dans ce mélange-là et dans ce rapprochement. Si on parle par exemple des ghost dress, il y a une sorte d'équilibre qui se met en place au travers du textile, des éléments que je rapporte, qu'ils soient peints, dessinés, que ce soit des images collées, que ce soit des éléments d'accessoires qui fassent directement référence au vestimentaire. Donc à chaque fois finalement j'ai emprunté aussi des choses qui ont leur milieu, on va dire, d'origine. Et vu de ce point, si certains m'échappent, c'est rare qu'ils arrivent totalement quand même en contradiction, parce qu'il y a une espèce d'intuition générale de l'objet, heureusement, qui se met en place. C'est ça qui a fait que j'ai eu envie de dialoguer avec vous aujourd'hui. C'est les ghost dresseuses qui m'ont rapproché de mes propres recherches de philosophe.
Donc l'idée qui est derrière dans cet univers amérindien, c'est le rapport de l'homme avec les esprits doit s'inscrire sur le vêtement, doit s'inscrire dans un espace, doit s'inscrire dans une danse, c'est-à-dire, j'allais dire en caricaturant, il faut matérialiser dans la personne et dans le groupe le rapport de l'individu à l'esprit. Moi, c'est ça qui, dans cet univers-là, m'intéresse. Et c'est en voyant que vous aviez travaillé ça aussi, avec votre vocabulaire propre, que j'avais envie de dialoguer avec vous. Je ne sais pas si ça vous... Mais non, enfin, la façon dont vous en avez parlé, quand on s'est rencontrés, oui, m'a évidemment intéressée. J'ai vu que vous étiez un peu spécialisé. Vous m'aviez parlé de chamanisme, ce qui est quand même un territoire que je ne me suis pas vraiment approprié. Mais c'est pas tant en fait, évidemment, la dimension spirituelle m'attire, mais je crois que j'aurais du mal à la citer outre mesure. En revanche, les objets en fait, qui ont été produits pour mettre en pratique cette danse culturelle qui était la ghost dance, donc les tuniques qui étaient fabriquées pour moi étaient vraiment révélatrices de l'invention d'une forme et d'un espace. C'est-à-dire que les tuniques, elles portent à la fois des visions prémonitoires et le dessin d'un contexte. Donc finalement, sont tracés, une sorte de relevé, en fait, un état de fait. Et du coup, cette dimension est déjà un peu spirituelle, puisqu'elle est l'invention d'un territoire, d'un habit. Et vu de ce point, forcément, vos sources m'intéressaient et me parlaient. Après, c'est vrai que moi, j'ai évacué toute la dimension performative parce qu'il me semblait que les objets eux-mêmes, finalement, portaient cette idée du vestimentaire, de l'habité, et que pour revenir à ce que je disais précédemment, une fois présenté dans un espace, on fait des choix aussi de présentation, donc le support, le lieu. Et donc, je pense que c'est là qu'en fait, la mise en relation de l'objet avec l'interlocuteur a une autre valeur. Il acquiert aussi celui d'objets étant faits, on va dire, et non plus en devenir. Voilà. Mais après, qu'il puisse émaner de lui d'autres choses, tout à fait, oui. C'est juste qu'il ne sera pas tellement praticable. Oui, mais en fait, voilà, c'est vrai qu'on avait parlé de ça, qui est cet aller-retour aussi avec ce qui fait sans doute que les pièces que je produis, en tout cas celles-ci, n'ont pas de dimension performative. C'est justement parce qu'à un moment donné, pour moi, c'est assez important d'arrêter le champ dans lequel elles vont intervenir. Mais bien entendu, l'aller-retour entre la dimension graphique, celle du design vestimentaire, donc du stylisme, du modélisme, m'intéresse énormément. Et je trouve qu'il y a déjà tellement d'inventivité dans ces champs-là que je pourrais pas, ou je n'arriverai pas tout simplement à gérer le fait que ça soit un objet qui manipule tout et rien. Qu'à un moment donné, moi, il faut aussi que je lui donne un espace, en fait, que je le définisse. Et ce qui est drôle, c'est que, par exemple, parmi les références un peu fortes, en fait, que moi-même je cite parfois quand je parle des ghost dress, pour sortir de cette dimension un peu cultuelle de la danse rituelle, c'était plutôt donc des formes artistiques très, très singulières. Je pensais particulièrement au manteau d'Étienne Martin, dont je ne sais pas si vous connaissez cet objet, donc Étienne Martin, qui était un sculpteur français, qui a produit une pièce, qui a beaucoup travaillé justement avec les plans de sa maison d'enfance, donc des plans en souvenir. Et en fait, le manteau, c'est une sorte de restitution avec une passementerie extrêmement compliquée et lourde d'une forme vestimentaire qu'il porte sur une photographie. Et donc, c'est un objet magnifique quand il est présenté. Il est sur un immense portant en bois. Et en fait, c'est un objet extrêmement lourd, en feutre, avec plein d'éléments qui sont supposés en fait retracer des espaces, donc qui seraient l'espace de sa maison. Et à la fois, il y a la dimension du souvenir là-dedans, et puis le fait qu'il le reporte. Alors en plus, c'est un monsieur très costaud quand on le voit sur l'image. Donc il y avait cette donnée-là qui était à la fois donc, une œuvre portée, même si vraisemblablement, excepté le moment où lui s'est mis dedans, je pense que ça a toujours été une pièce présentée sur un portant. Et puis d'un autre côté, il y a aussi des œuvres qui m'ont beaucoup inspirée. Ce sont les parangolais en fait d'Eliwa Uchishika, qui sont des sculptures, des vêtements. C'est à mi-chemin. En fait, ce sont des objets qui sont fabriqués à base de tissus, éventuellement de plastique, qui sont plutôt qui ont plutôt une dimension coloristique assez forte en fait et matérielle, et en fait qui étaient mis pour autant qui étaient mis en action
par, alors soit par des danseurs au tout début, soit par des personnes qui les portaient, et donc qui sont des sortes de sculptures en fait portables. Donc c'est des pièces des années 60, 70 qu'on voit quand même relativement régulièrement maintenant. Et voilà, donc finalement mes sources en fait c'est quand même des objets qui ont à un moment donné été portés, mais qui tous deux finalement avaient quand même une dimension sculpturale énoncée. Voilà, il n'y avait pas d'ambiguïté.